C'est en fait un ensemble de houes qui ont été plantées donc, au moment de la construction du bâtiment, suivant des modèles de création de cours d'honneur à l'époque, donc qui s'inspirent un petit peu des jardins à la française. Des houes qui marquaient 4 angles, ici d'un premier carré, et donc un second carré qui est à côté en face, et donc qui marque l'entrée de l'école. Ces houes ont maintenant donc 85 ans, et donc ils sont toujours traités de façon taupière, ça s'appelle, c'est-à-dire régulièrement taillés un petit peu en sculpture végétale. Donc on leur supprime un petit peu leur port naturel, et donc là c'est très caractéristique des jardins à la française. C'est un arbuste qui a une croissance très lente, et donc il peut vivre comme ça facilement une centaine d'années, enfin, si tout se passe bien pour lui, et peut-être même bien plus. En fait, les boules rouges donc, sont les fruits du hou. Chaque année, effectivement, il va fructifier. Donc le hou, c'est une espèce qu'on appelle dioïque. C'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles qui font des fleurs mâles et des pieds femelles. Donc c'est ceux qui font les boules rouges. Donc là, les fruits sont déjà formés, les fruits de cette année. Et puis donc, ils vont rester sur l'arbre jusqu'à l'hiver. Donc les principaux consommateurs, ce sont surtout les oiseaux qui nichent en hiver. Et puis effectivement, les marchés de Noël aussi sont très consommateurs de branches de hou. Dans les jardins qui étaient faits à cette époque, à partir des années 1850, je vais dire un petit peu sur le modèle du parc de la Tête d'Or, il y avait donc la volonté d'avoir une mini-nature autour de l'habitation principale pour le jardin. Et l'eau y jouait un rôle très important, et donc on aménageait, comme ici, des vraies fausses cascades qui se terminaient dans le plan d'eau qui se situait en fait ici. On avait donc ici ce qui était à l'origine un plan d'eau et qui a été certainement rebouché donc il y a quelques temps de ça par un des directeurs précédents pour des raisons de sécurité par rapport aux risques qu'il pouvait y avoir avec des enfants. Et puis un peu plus loin dans le jardin, avant le mur, un espace arboré assez dense, de façon effectivement à ne pas avoir la perception d'un mur de prison depuis la maison, mais au contraire d'avoir le sentiment d'avoir une frontière et une lisière naturelle et qui nous protège en fait des voisins. Donc cet ancien mur d'enceinte là que l'on voit en fait et qui est ici, alors, sur la photo c'est pas très net, mais il y avait effectivement, on devine cet effet de mur végétal qui devait se situer ici et qui permettait d'arrêter la vision sur un écran végétal et qui permettait, j'allais dire, visuellement d'avoir une certaine tranquillité, une certaine autonomie pour le propriétaire. Donc, dans la conception des jardins à l'époque, on avait donc à côté de la maison principale, on choisissait de prendre des essences soit à très beau feuillage, soit à très belle floraison, pour vraiment agrémenter et vraiment pour la beauté de l'espèce. Ici, typiquement, un érable du Japon avec donc son feuillage qui rougeoie et donc qui permet effectivement d'avoir une très belle touche de couleur juste à l'entrée de la maison. Même si effectivement c'est une espèce qui ne pousse pas très vite, on peut penser qu'il est à peu près contemporain de la maison. C'est un tulipier de Virginie, il est bien postérieur à la maison, mais il est bien dans l'esprit de ce qui se faisait, à savoir que c'est de la famille des Magnoliaceae, donc c'est un arbre qui fait des belles grandes fleurs, donc jaunes pour le tulipier. Et donc il a tout à fait sa place dans l'esprit de conception de ce parc, à savoir effectivement un arbre à fleurs juste à côté de la maison. Un arbre a priori rare. Ça c'est un tulipier de Virginie, donc des États-Unis, et il a un cousin qui est en Chine. À l'époque du 19e, les voyages étaient quelque chose de très rare, donc c'était très souvent qu'on ramenait en fait comme souvenir de voyage des pays lointains encore, des souvenirs comme ça pour essayer de montrer aux autres qu'on avait voyagé. Là, ce qu'on observe déjà, ce qui est vert là, ce sont ses fruits.
Voilà, donc en fait il a une multitude de petits fruits qui sont à l'intérieur et donc qui tiennent en fait toutes les graines qui sont cachées là derrière et donc qui vont pouvoir éventuellement donner de petits tulipiers. Donc là ici c'est un ginkgo, il a plusieurs particularités. C'est un arbre déjà qu'on croyait disparu, mais dont on a retrouvé des forêts naturelles en Chine. C'est un arbre qui a été très longtemps planté aux abords des temples japonais, parce que c'est un arbre très longévif et qui est plein de vertus médicinales et donc qui est très utilisé en pharmacopée naturelle. Contrairement aux apparences, c'est beaucoup plus un conifère qu'un feuillu. Et c'est une espèce dont on retrouve des ancêtres identiques avant les dinosaures. Et donc qu'on va retrouver notamment dans les couches de carbonifères supérieures, donc dans les charbons que l'on a exploités dans les mines. C'est vrai qu'en automne, il a aussi un feuillage très jaune et donc qui donne effectivement un très bel aspect en fait, au parc. Comme le hou, c'est une espèce aussi qui est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Et dans les jardins, il vaut mieux planter des pieds mâles parce que les pieds femelles font des espèces de fruits jaunes qui, en tombant, s'avèrent glissants, salissants et qui ne sentent pas très bon. Ça, c'est ce qu'on appelle un arbre à soie. C'est pareil, c'est un arbre exotique entre Moyen-Orient et Asie, et donc qui fait de très jolies fleurs avec des petits pompons roses, des soies, d'où son nom. Mais celui-ci est encore très jeune, donc on aperçoit ici un tout début de fleurs qui poussera là-bas aussi, donc il en fera déjà quelques-unes cette année. Donc c'est un arbre qui a été planté par le directeur actuel de l'école des mines pour symboliser son arrivée. Donc ici un autre conifère un petit peu particulier donc, qui s'appelle l'Araucaria du Chili, qu'on appelle aussi le désespoir des singes, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à grimper dessus tellement il est piquant. Et donc planté par le directeur précédent l'actuel, pareil pour symboliser son arrivée. On peut déterminer son âge de façon assez facile, puisqu'en fait, comme les principaux conifères d'ailleurs, chaque année il va faire un étage. Donc on peut compter son âge en partant depuis le haut jusqu'au sol pour savoir l'âge exact de l'arbre sans avoir à le couper. Alors dans son milieu naturel, c'est un arbre qui doit facilement dépasser les 30 ou 40 mètres. C'est un arbre qui est un petit peu fragile car il a besoin d'une humidité atmosphérique ambiante, il est plutôt d'un climat océanique. Donc on va dire qu'ici sur cette région de Saint-Étienne, on va trouver quelques beaux sujets, mais ça va être difficile d'en obtenir. Les plus gros sujets se trouvent plutôt sur la partie Bretagne et ouest de la France. Donc là ici, un des représentants des arbres qui font partie des géants de la planète, le fameux séquoia géant, donc, qui dans son espace naturel en Californie peut atteindre 120 mètres de haut. Et ça fait partie aussi des arbres les plus gros du monde. On a tous ces images des voitures qui peuvent passer dedans, dans lesquelles on a creusé un tunnel dans le tronc pour faire passer les voitures. Ce sont des arbres aussi qui peuvent être très longévifs, puisque les sujets en Californie atteignent allègrement les 2-3 000 ans sans aucun problème. C'est un arbre qui a la particularité d'avoir une écorce très épaisse et presque molle, et qui en fait va le protéger du feu, car dans son espace naturel, en fait, il a besoin du feu pour se reproduire. Le feu va faire éclater les cônes qui vont libérer les graines,
mais les arbres vont survivre parce qu'ils ont une écorce unifugée très épaisse. Cet arbre donc, a été découvert assez récemment aux États-Unis. Il avait été découvert dans les années 1850. Les premières graines sont arrivées en Angleterre en 1853. Et donc en fait des arbres comme ça, même celui-ci, donc on avait mesuré la circonférence qui est déjà respectable de presque 6 mètres de circonférence. Bah, finalement c'est un arbre qui est finalement qu'un petit centenaire. Donc le séquoia, c'est un conifère également, avec donc des petites feuilles qui sont donc toutes imbriquées les unes dans les autres. Donc les feuilles sont absolument pas à la proportion de la taille de l'individu. À côté, un très jeune arbre, un jeune séquoia, donc on voit qu'il y a déjà une hauteur respectable, qui doit déjà dépasser les 10 mètres, et pourtant cet arbre n'a été planté qu'il y a à peine une dizaine d'années. Donc le séquoia a été très prisé justement pour embellir les jardins à partir des années 1870, la période Napoléon III, justement parce que c'était un arbre symbole de grandeur, qui grossissait vite, qui permettait aussi d'apporter tout de suite une stature au jardin. Donc ici on a tout un ensemble de cèdres. Donc ça aussi c'est un très grand classique des jardins de cette fin 19e siècle. Donc le cèdre qui est un grand résineux, donc qui permet de donner de l'ampleur et de la majesté par un port assez élégant, et donc qui est aussi assez longévif, notamment dans son air naturel, et qui donne de la majesté à un jardin digne de ce nom. Et là, pour moi, c'est peut-être un des plus beaux arbres de ce parc. Enfin, certainement moi, celui que je préfère. Un très beau marronnier qui, contrairement à d'autres en ville, on l'a laissé s'exprimer dans toute sa grandeur, puisqu'il a été assez peu taillé, et donc il a bien ce houppier qui est très développé. Alors malheureusement, il est victime, on voit sur ses feuilles, de la fameuse mineuse. C'est une maladie maintenant qui est très fréquente sur marronnier. C'est un petit insecte qui se développe à l'intérieur des feuilles. À partir du mois d'août-septembre, les feuilles vont roussir et donc tomber. Mais bon, ça ne l'empêche pas de survivre malgré tout. Et donc celui-ci a une dimension déjà assez respectable, puisqu'il fait pas loin de 4 mètres de circonférence. Et cet arbre fait aussi certainement partie des origines en fait, du jardin autour de la maison. Alors, le marronnier a cette caractéristique de toujours vriller dans le même sens. Quand on parle de vrille, on parle d'une vrille en Z parce que le sens de la vrille fait la barre du Z. Et les marronniers, a priori, ont tous ce même sens de vrille. Un des gros intérêts d'avoir des parcs en ville, c'est par rapport à tout ce qui est l'épuration atmosphérique. À savoir qu'en fait, ce qui constitue la majeure partie de ce qu'on voit des arbres, ce ne sont certainement pas des éléments du sous-sol qui remontent et puis qui constituent l'arbre, mais c'est en fait l'accumulation de gaz carbonique et eau qui constitue le bois. C'est ce qui va se dégager quand on va rebrûler ce bois, c'est effectivement du CO2 et de la vapeur d'eau. Et donc les arbres en ville, finalement, accumulent une partie du CO2 que l'on peut produire. Et donc c'est en ce sens qu'ils sont favorables en tant que puits de carbone. Et dans le cadre de l'école des mines,
Finalement, c'est aussi de se dire que ce CO2 de la ville, qui finalement vient quand même des profondeurs du sous-sol, que ce soit par le charbon ou par le pétrole, finalement se retrouve dans ces arbres et qui, d'ici peut-être quelques millions d'années à nouveau, redonneront à nouveau du charbon ou du pétrole.